Nigeria, ma film est d'action. D'autres que ma carte mémoire, 1 giga et 2 giga et 2 grâce à Malini Yangoyo. Somba grâce à Malini. Bienvenue à Kinshasa. 12 millions d'habitants sur 10 000 km². Troisième ville la plus peuplée d'Afrique après le Caire et Lagos. Composée, paraît-il, de 450 ethnies. Pourtant, première ville francophone au monde. Kinshasa, avant-hier Léopoldville, hier Kinlabel, aujourd'hui Kinlapoubelle. Kinshasa, ville multiculturelle, multicommunautaire, Multisociété, multi-ethnique, Multimillionnaire, multigénérationnelle, multiconfessionnelle, multidynamique, multi-ambiance, multi-tout. Vous savez d'où vient le nom Kinshasa? Kinshasa signifie au marché. Ça vient de Nsasa en Kikongo, précédé du préfixe qui veut dire à. Et ça donne Kinshasa, Ansasa. Et quand le blanc est venu, il a déformé ça en Kinshasa et c'est cette forme qui est restée. C'était quel blanc déjà? Ton grand-père, Stalin, merci. grand-père. Kinshasa au marché. Et quand je regarde ma ville, j'ai vraiment l'impression que c'est un immense marché. Partout des boutiques, partout des ligablos, partout des Wenze. L'économie de la débrouille est omniprésente. Et avec la crise, la débrouille a envahi tous les actes du quotidien avec une inventivité extraordinaire pour permettre de survivre et de répondre aux besoins essentiels. Dans une ville sinistrée où l'État est à la fois en faillite et défaillant, on a inventé l'article 15 de la Constitution. Et Tali Yomoko, débrouille-toi tout seul. Il faut dire que l'État est vraiment en faillite. Moins de 5% de la population active est salariée. Donc 95% ne l'est pas. Cette année, le budget pour tous les Congos. Et le Congo, c'est 80 millions d'habitants. Le budget était d'abord de 4,5 milliards de dollars. Puis avec le nouveau gouvernement, il est passé à 6 milliards et on ne sait même pas comment. Et Tali Yomoko. 6 milliards divisé par 80 millions, ça fait combien? 75 dollars par habitant. Michel, notre metteur en scène, est d'ici, de Genève. Cette toute petite ville de moins de 500 000 habitants. Il nous dit que le budget de Genève, ville et canton, est de 9 milliards 500 millions de dollars. Bien plus que le budget de tout l'État congolais. 9 milliards et demi, divisé par 500 000, ça fait combien? 19 000 dollars par habitant. Adamu, ao silikoli ya mbuma. Eva, mwana nangai, ao buki ya ngai kila. Nabakitani na bino, lona ni pogolia, na motokinde ozwi lifuta. Au vivre et au lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre. Au vivre et au lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Adamu, Ao silikoli ya mbuma, Eva, mwana nangai, ao buki ya ngai kila. Nabakitani na bino, lona ni pogolia, na motokinde ozwi lifuta. Au vivre et au lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre. Au vivre et au lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Et Tali Yomoko. D'accord, on se débrouille. Par exemple, la construction anarchique. Chez nous, chacun construit sa maison par ses propres moyens et avec ses propres normes. il y a une avenue, c'est pas grave, on construit. Zone inondable, c'est pas grave, On construit. Un terrain de football, C'est pas grave, on construit. Sur l'aéroport, C'est pas grave, on construit. La ville récente a explosé. Elle s'est développée de manière spontanée, incontrôlée et démesurée. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. On construit alors que les équipements et infrastructures n'existaient pas. Pas d'équipement collectif, pas de travaux de voirie, pas d'eau, pas d'électricité. Les autorités sont complètement dépassées. Impossible de contenir l'arrivée des populations et l'extension de la ville. Mais, sans voirie et sans équipement collectif, les nouveaux quartiers posent beaucoup de problèmes aux occupants et aux autorités urbaines. Il faut dire la vérité. Depuis très longtemps, la ville de Kinshasa est devenue une ville sinistrée, polluée, insalubre, et toutes les structures d'un État moderne. L'enseignement, l'eau, l'éducation, la santé, tout est foutu en moule. Qu'est-ce qui nous reste? L'informel. Toute la société finit par adopter un comportement très éloigné des normes officielles. Et finalement, ce sont des règles informelles qui s'appliquent à l'essentiel, des relations ordinaires entre les gens et permettent la survie. On est partagé
entre les normes officielles d'un côté, les lois, mais qui ne s'appliquent pas, et les normes pratiques de l'autre, qui permettent aux gens de se débrouiller. Le petit commerce, les zonzing. Ah, c'est comme ça qu'on appelle le petit boulot temporaire, en plus de son travail. Les zonzing et autres trafics informels sont devenus pour des centaines de milliers de Quinois les seules activités qui rapportent un minimum vital. Article 15. Juste de l'autre côté du fleuve. Kinshasa-Brazzaville, c'est les deux capitales les plus proches du monde. Cette maman les ramène en contrebande à Kinshasa. C'est totalement illégal. Elle vole l'État puisqu'elle ne paye pas la douane. Mais d'un autre côté, pour faire son business, elle paye d'autres séries de charges informelles, invisibles, mais qui font vivre les fournisseurs, les coursiers, les passeurs, les transporteurs, les banamaïs, le romain. À elle seule, elle crée sa propre entreprise. Et ceux qui en profitent aussi, c'est les agents de l'État. Les agents des douanes et de la répression. Ils prennent leur commission au passage. Madé Swaban. On peut traduire cette expression par les haricots pour les enfants. Tiens, ça c'est pour acheter les haricots à tes enfants. Mais c'est normal, Champi. Hein? Le salaire des fonctionnaires est totalement insuffisant. Moi, je suis fonctionnaire et je touche 90 $ par mois. Comment voulez-vous que je puisse vivre avec ça? Je dois payer les loyers, payer l'eau, l'électricité, l'école des enfants, la nourriture. Et tout ça avec 90 $. Si quelqu'un tombe malade, comment je fais? Yves, c'est pas ça le bon texte, hein? Tu ne te souviens pas qu'on a changé pour la tournée? Ça va, tu as raison à m'aider. Bon, le 90 $, c'était l'année dernière quand on a créé le spectacle. Je suis payé en francs congolais et à Kinshasa, pas mal de choses se payent en dollars. Donc je dois faire le change. Et en une année, le franc congolais a perdu presque la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Et aujourd'hui, mon salaire est de 55 $. Donc laissez-moi faire mes zonzing, je n'ai pas le choix. Sans l'informel, je suis foutu. On dit se débrouiller n'est pas voler, mais qui perd dans tout ça? C'est l'État. Un autre problème, c'est la multiplication des intermédiaires. Chacun doit avoir sa marge de bénéfice. Mettons seulement 2 $ par jour. Mais quand on ne vend que de toutes petites quantités, un écolo de farine par exemple, un sac d'arachide, une demi-boîte de tomates, un libanga de sucre ou une seule chimoque à la fois. Pour avoir ces 2 $ par jour, la marge de bénéfice doit être très élevée. Et chaque intermédiaire a besoin de ces 2 $. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Kinshasa, tout est super cher. Et qui perd dans ce cas? Les plus pauvres, ceux qui achètent au micro-détail parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter en plus grande quantité. Donc se débrouiller, c'est quand même voler. Les riches volent les pauvres se volent entre eux, les chiens se mangent entre eux et les rats dansent au milieu. Mais c'est vrai, Jean-Pierre, mais ils s'entraident aussi. Regarde le lit Kelemba par exemple. Les cantines, c'est une forme d'entraide. Le lit Kelemba est un système d'épargne solidaire. Plusieurs personnes mettent une certaine somme d'argent dans un pot commun. Et à chaque fin du mois, le montant total du pot est remis à l'un ou l'une des participants. On ne prête qu'aux riches. Les pauvres ne peuvent même pas compter sur les banques. Donc, ils ont inventé ce système pour se débrouiller. Celui qui touche le lit Kelemba a un petit capital. Par exemple, 500 $. Avec ça, il peut créer son petit commerce et faire face à des dépenses. Écolage des enfants, garantie locative et tout ce que vous voulez. Il y a des lits Kelemba de moins que ça. On peut choisir en fonction de son revenu. Et ça, c'est vraiment démocratique. On peut aussi choisir si on le fait par jour, par semaine ou par mois, comme ça t'arrange. Et c'est un système qui repose sur la confiance. C'est aussi important. On se choisit parce qu'on se connaît et parce qu'on a confiance les uns dans les autres. Il n'y a pas d'arnaque dans les lits Kelemba. La maman Lit Kelemba est l'autorité morale. Elle est garante de l'honnêteté. C'est informel, mais c'est tellement bien organisé qu'on ne dirait pas que c'est informel. C'est l'organisation de l'informel. Vous voyez tous ces dossiers.
C'est les dossiers des problèmes les plus urgents de la République qui doivent être traités en absolue priorité. Là, vous avez dossier de route. Là, c'est celui de l'eau. Et là, c'est l'éducation et la santé. Et là-bas, Maggie? L'électricité. L'électricité. J'ai vu à la télé que nous avons un des barrages les plus grands d'Afrique. Inga. À notre époque, il n'y avait pas de coupure de courant. Si une ampoule ne s'allumait pas, c'est qu'elle était cassée. On l'a remplacée et c'est tout. Aujourd'hui, avec les grands barrages, nous sommes dans les noirs. Depuis sa construction, le barrage n'a jamais fonctionné plus qu'à un tiers de sa capacité. On l'a payé à 100%, mais aujourd'hui, il fonctionne à 20%. Il y a des quartiers entiers de Kinshasa qui n'ont pas du tout d'électricité depuis des années. Et dans les quartiers où il y en a, là aussi on se débrouille. On se branche comme on peut. Chez les voisins, sur l'éclairage public, n'importe où. Et ces branchements illégaux provoquent des pannes à répétition. En plus, il y a le délestage. Si un quartier a le courant, l'autre dans le noir. Après 2 ou 3 jours, c'est l'inverse. Chez moi, ça faisait des mois qu'il n'y avait pas eu du courant. L'autre nuit, il est venu entre 1h et 2h du matin. Comme j'avais laissé la télé allumée, ça m'a réveillé. Du coup, j'en ai profité pour repasser un pantalon et 2 chemises de mon mari. Mais comment, Marlène? Il faut profiter. Les pannes sont tellement fréquentes que même le président de la République a des groupes électrogènes. Et même s'il n'y a pas de courant, on doit quand même payer la facture. Les gens en ont vraiment marre. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant le mouvement zéro courant, zéro facture. C'est simple. Si tu n'as pas eu de courant, tu refuses de payer la facture. Ah, là, moi, je suis d'accord avec eux. Comment on peut te faire payer quelque chose que tu n'as pas eu? C'est du vol. Et comme il n'y a pas de courant, presque tout le monde cuisine au charbon de bois, provenant de la déforestation. Kinshasa, on consomme plus de 500 000 tonnes par année. Avant, je cuisinais au gaz. Mais maintenant, qui arrive à se le payer? Il faut compter 80 $ par mois. Mais 80 $, c'est plus que mon salaire. Maintenant, l'eau. Nous vivons au bord du fleuve Congo. Sous nos yeux passent 40 000 mètres cubes d'eau par seconde. Papa Bavon, tu veux dire par minute? J'ai dit par seconde. Mais pour avoir de l'eau, c'est tout un problème. Tu peux attendre des jours pour voir l'eau couler du robinet. Et quand il y en a, elle n'est pas réellement potable. Il faudrait faire bouillir l'eau avant de la boire. Mais il n'y a pas d'électricité. Régie des eaux. C'est pourtant une entreprise publique, mais elle est incapable d'assurer les traitements corrects ni de faire face à la demande grandissante. Il y a des quartiers entiers qui n'ont pas l'eau courante. Alors, article 15, on achète à 100 francs congolais, soit 10 centimes, le bidon de 25 litres d'eau, non potable bien sûr. C'est informel. Etali Yomoko. 12 millions d'habitants pratiquement sans eau potable et sans électricité. À Kinshasa, il n'y a aucune station d'épuration. Les eaux usées, y compris celles des toilettes, sont rejetées directement dans les rues, dans les rivières, finalement dans le fleuve Congo, ce qui crée une pollution importante. Et c'est pourtant dans ce même fleuve qu'on pompe l'eau qui arrive dans nos robinets. Seul le centre-ville et certains quartiers ont des égouts, mais ils sont la plupart du temps bouchés. Même les fosses septiques débordent. Avant, moi j'habitais les quartiers Mwanantounou. Excusez-moi pour les termes, mais là-bas, on patauge dans la merde de la prison centrale de Makala. Dans la rue, nos enfants jouent au foot dans la merde. Par conséquent, Kinshasa est régulièrement touché par des inondations et par des épidémies de typhoïde, de fièvre jaune, de choléra, comme actuellement, sans parler d'amibiase. C'est aussi un problème pour les enfants. Si à la maison tu leur donnes de l'eau bouillie, qui te dit qu'à l'école, l'eau qu'ils boivent est traitée? Et quand ils vont chez les voisins, même à l'hôpital, l'eau n'est pas potable. J'étais à l'hôpital avec ma fille pour une typhoïde. Elle a été bien soignée pour la typhoïde, mais elle y a attrapé les amis. À l'hôpital aussi, on pratique l'informel. Si tu as l'argent, on te soigne. Mais pas d'argent, pas de soins. Tu n'as pas d'argent pour soigner ton enfant, eh bien, regarde-le mourir. Le troisième problème majeur à Kinshasa, c'est la gestion des déchets. Là aussi, il y a bien un service de traitement des déchets, mais qui reste insignifiant. C'est normal, Jean-Pierre. Il n'y a que 2 véhicules pour toute la ville. Sur 7000 tonnes de déchets produits chaque jour à Kinshasa, moins de 10% est amené au centre d'enfouissement de Kinkole, la seule décharge officielle. Et là aussi, ils ne sont même pas traités, ils sont seulement entassés. Et bien sûr, le tri n'existe pas. Oh, Jean-Pierre, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu oublies l'informel? Regarde, les métaux sont réutilisés ou revendus au poids. Le bois sert de combustible, les briques ou le béton sont transformés en gravier. C'est pas du tri, ça? Moi, je récupère les bouteilles en plastique pour mettre les médicaments indigènes. Le tangawis, les boma mama, les kumbakimbiko, le massacre, le londoka sintinanti.
Ils servent à soigner les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce, stérilité, hémorroïdes internes, externes. Venez me voir après les spectacles, j'ai tout. D'accord, mais le reste des déchets, à commencer par les sachets en plastique. Oh, attends, Jean-Pierre, attends. Hein? Regarde là, dans les dossiers environnement, le décret interdisant la vente des sachets plastiques dans la ville de Kinshasa. Un décret qu'on n'a jamais appliqué. Le reste des déchets est entassé, puis brûlé, ce qui dégage des gaz toxiques et une puanteur terrible. Ou bien ils sont enterrés, et alors c'est les nappes phréatiques qui sont polluées. Quand ils ne sont pas brûlés ou enterrés, les immondices sont tasses sur la chaussée. On trouve partout en ville les décharges d'ordures. Et à la première pluie, on patauge dans les boues toxiques. Les immondices sont aussi déversés dans le cours d'eau, ce qui augmente leur pollution. Et maintenant, dossier transport. Papa, si tu ne peux pas les bus en commun, achète une voiture. Français, J'ai dit descendez et poussez. Les hommes. Robert Tacho. Longola frère. Maman, hein? Ton sein est tombé sur moi. C'est vrai qu'il n'a pas de papa bon. Vous me dites, c'est Papa, Omoni va stimuler besoin que nous mettons. Vous battez bico, boma maman, un coro. Dans la semaine, maman. Fils de bec, c'est boule. Maman, c'est là, maman. Ok, le soumis la maman va te tomber. Sanoki mama, sanoki, toza na l'état. Robert Tacho. Ok, mama, lindi sani. Chauffeur, je descends ici. Pipi. Chauffeur, ici. Je prends le taxi avec ton colis là.
mbongo. Nini? Pesa mbongo. On a dit comment on tourne. Ne montre qu'à l'autre, c'est bien, on a fait un mot. Non, pesa mbongo, il y a d'autres fois pesa mbongo. Na si Bon, Nico, mais après ça mbongo. Je m'en fous, major. Et sans ceci, il faut que panne sèche. Papa, il y a une minute, il y a un mot. Mais pas ça un mot. On n'est pas arrivé à destination. Mais papa, paye-moi quand même. Papa, t'as la pas ça un mot. Se déplacer à Kinshasa, c'est un vrai parcours du combattant si l'on ne possède pas son propre véhicule. Et très peu de gens de véhicules privés. Et même dans ces cas, il veut me s'armer de patience à cause d'innombrables bouchons. Le plan d'urbanisation de la ville a été dessiné dans les années 50 pour une population de 500 000 habitants et n'a jamais été modifié depuis. Le problème, ce n'est pas seulement les bouchons, mais les chauffeurs eux-mêmes. Il y a des chauffeurs qui n'ont pas de permis de conduire, qui conduisent de vieux véhicules, qui n'ont ni carte grise, ni assurance, ni expertise, ni même l'autorisation de circuler. Du coup, les policiers peuvent les raqueter sans problème. Ils ne sont jamais en règle. D'ailleurs, les policiers n'aiment pas des véhicules en règle. Si tu es en règle, ils vont inventer des infractions qui n'existent même pas. C'est vrai. L'autre jour, j'ai vu un motard garer sa moto. Comme il ne voulait pas laisser son casque sur sa moto, il s'est promené avec. Les policiers l'arrêtent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as une infraction. Mais qu'est-ce que je fais? Tu te promènes avec ton casque sans moto. C'est une infraction. Ils raquettent tout le monde. Si tu te promènes avec un sac, tu peux être sûr que les policiers vont vouloir les contrôler sous prétexte de chercher des faux documents. Mais si par malheur tu as de l'argent là-dedans, tu peux lui dire adieu. Chaque jeudi et chaque samedi, c'est les jours des salons. Le nettoyage de l'espace public, que tu aies nettoyé ou pas, tu dois payer les policiers qui viennent contrôler. Donc, plus personne ne nettoie, puisque de toute façon, tu dois payer. C'est l'informel. C'est difficile de parler de la corruption en Suisse. Sur 176 pays classés par Transparence Internationale, vous êtes 5e et nous 160e. Comment vous expliquez ce qu'on vit au quotidien? On vit sur deux planètes différentes. À Kinshasa, les agents de l'État sont responsables à 64% des violations des droits de l'homme. Mais comment faire confiance à la police, l'administration, l'armée ou la justice? La justice congolaise est instrumentalisée par la politique. C'est une justice à plusieurs vitesses. Si vous visitez les prisons congolaises, vous allez trouver des pauvres qui pullulent pendant que ceux qui pillent les richesses du pays sont libres et roulent librement en 4x4 climatisés. Et même quand ils vont en prison, ils n'y restent pas bien longtemps. Au mois de mai, 80 adeptes d'une secte politico-religieuse ont pris d'assaut à la Kalachnikov, la prison centrale de Makala, en plein cœur de Kinshasa. Ils ont libéré leur chef, mais plus de 5000 détenus en ont profité pour se faire la belle cette nuit-là. Un mois plus tard, la même chose s'est passée dans la ville d'Ébé. Prise d'assaut, 11 morts et 900 prisonniers dans la nature. Habitat, Informel. travail, Informel. salaire, Informel. eau, Informel. électricité, Informel. transport, Informel. justice, Informel. élection. Informel. Il y a quand même une chose qui n'est pas informelle à Kinshasa. Quoi? C'est les Quinois. Mais oui, d'un côté, une ville sinistrée, polluée, insalubre. Mais de l'autre, des habitants pleins de vitalité, d'humour, de fierté et d'espoir. Kinshasa, ville en dégradation permanente, est aussi en construction permanente. Elle reste dynamique et parvient à repousser toutes les frontières du possible. À Kinshasa, tout s'achète. Les choses et les gens sans pour autant renoncer à une humanité omniprésente. La qualité humaine des Quinois est partout perceptible et fascinante. Les paradoxes, les contradictions se fondent dans une force vitale, une passion de vivre extraordinaire. Ah, c'est vrai, hein? Les Quinois ne se laissent jamais aller au désespoir. Ils ont un appétit de vivre prodigieux, toujours prêts à faire la fête, à boire, à chanter et à danser. La danse. À notre époque, on dansait calmement. On ne transpirait pas, enfin, ou presque pas. Mais aujourd'hui,
On danse comme si on était sur un ring de boxe ou de catch ou encore sur un terrain de football. Tout est rapide et brutal. C'est normal. Notre ville est l'une des capitales mondiales de la musique, de l'ambiance festive et de l'élégance. Le monde entier écoute la musique de Kinshasa. Kinshasa est autant sa musique que sa musique est Kinshasa, car elles ont grandi ensemble. Nakotawa, Kota. Nabimawa, Bima. Nakotawe, Kota. Nabimawa, Bima. Nakotawe, Kota. Nabimawa, Mais Kinshasa n'est pas tous les Congos. Il reste ici un dossier très lourd, mais qu'il faut absolument ouvrir. Le rapport sur la situation humanitaire au Congo. La mortalité infantile lui est une des plus fortes au monde. Plus d'un enfant sur 10 n'atteint pas l'âge de 5 ans. 30% de la population est analphabète. 50% des enfants ne vont pas à l'école primaire. 54% de la population n'a pas accès à l'eau potable et 9% seulement à l'électricité. Plus de 60% de la population urbaine vit dans des bidonvilles. Il y a moins d'un médecin pour 10 000 habitants. En 2013, 88% de la population vivait avec moins de 1,25 $ par jour. Et l'espérance de vie était de 49 ans. Et bien sûr, c'est toujours un pays en guerre. Même si officiellement, elle est terminée depuis 2014. Depuis octobre 2016, plus de 5000 personnes sont mortes dans des conflits armés. 87 fausses communes ont été répertoriées par l'ONU. Au moment où je vous parle, 7,7 millions de personnes sont confrontées à une situation de famine, particulièrement dans les provinces de Kasaï et de Tanganyika, où les actes de violence se sont généralisés, empêchant les agriculteurs de planter lors de 2 dernières années. À cause des conflits, 3,7 millions de personnes sont déplacées dans leur propre pays. C'est le plus grand nombre de déplacés internes au monde. Au cours des 15 dernières années, la guerre a fait 8 millions de morts. 8 millions. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. La plupart des victimes sont des civils, des femmes, des enfants, des vieillards. Ils ne sont pas morts dans des combats, mais de diarrhée, de malaria, de pneumonie. Des maladies qui ne pouvaient plus être soignées à cause de la guerre. Mais surtout, ils sont morts de faim et de fatigue au cours des déplacements et ceci. Parfois en pleine forêt. Pourquoi la communauté internationale ne dit-elle rien? Elle qui avait affirmé qu'elle ne laisserait plus aucun génocide avoir lieu après l'Holocauste. Pourtant,
Cette même communauté a laissé le génocide rwandais se produire sous ses yeux. Les génocidaires ont traversé la frontière et le Congo est devenu la victime de ce qui s'est passé au Rwanda. La victime de l'inaction de la communauté internationale. Il faut un consensus international pour laisser mourir 8 millions de personnes au cœur de l'Afrique. Et dans un silence étourdissant. Imaginez 8 millions de personnes mourant en plein milieu de l'Europe et que personne ne dise rien. Pourquoi dans un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde, le peuple souffre tellement et survit au jour le jour? Ce pays peut assurer le bien-être de ses citoyens. L'or extrait du sol congolais à lui seul produit chaque année plus d'1 milliard de dollars. Et il y a le cobalt, le cuivre, le thym, le tungstène, l'uranium, le diamant, le coton. Ces minéraux indispensables au fonctionnement de nos téléphones portables. Les ressources du Congo sont vitales à de nombreuses industries en Occident. Industrie automobile. Industrie aérospatiale. Industrie électronique. Industrie de haute technologie. Industrie du luxe. Et sans oublier l'industrie nucléaire. C'est la mine de Chikolobwe qui a fourni pendant la Seconde Guerre mondiale l'uranium des bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Mais le Congo est le plus grand territoire au monde où il n'y a pas de gouvernement fonctionnant correctement. Et quand on a d'immenses richesses, sans vrai gouvernement et sans armée réellement efficace, c'est la porte ouverte à la violence, au pillage et à la pagaille générale. Et c'est ce qui s'est passé. Les motifs financiers ont rapidement remplacé les motifs politiques. Les bandes armées, les seigneurs de guerre, les mercenaires venus des pays voisins, tout le monde se sert dans les immenses richesses naturelles, pille et massacre les populations locales. En réalité, cette guerre n'est pas une guerre ethnique, comme les Occidentaux le disent. C'est une guerre économique. L'aspect ethnique est instrumentalisé par ceux qui tentent de cacher leurs pillages illégaux. Les profits sont gigantesques. On estime que les profits de la guerre sont 3 fois supérieurs au coût des armes fournies aux groupes armés. Kampala et Kigali ont exporté des centaines de millions de dollars d'or, des diamants, de coltan, alors que l'Ouganda et le Rwanda n'en produisent pas ou très peu. Mais ceux qui profitent le plus du pillage, ce ne sont pas les présidents Kagame et Museveni. Ils ne sont qu'un maillon intermédiaire d'une longue chaîne complexe et mouvante. Les vrais profiteurs, ce sont des groupes miniers internationaux, des marchands d'armes bien connus, des hommes d'affaires véreux en Suisse, en Belgique, en Russie, en Allemagne, en France et aux États-Unis. La guerre et le pillage des ressources sont un enfer pour l'économie congolaise, mais un paradis pour le capitalisme néolibéral mondialisé. C'est pour cela qu'elle continue. La guerre génère beaucoup d'argent. Énormément de gens y gagnent, et chacun à son niveau de la grande pyramide des profits. Comprendre, c'est déjà agir. nazalaki kosala na bilanga ya noko na ngai na bakousin misato ntango basoda bayaki. Ntango bakoti na bilanga babandi kobeta masasi makasi mpona kobangisa biso. Je travaillais dans le champ de mon oncle avec 3 de mes cousins quand les soldats sont arrivés. Quand ils sont entrés dans le champ, ils ont commencé à tirer des coups de balle pour nous effrayer. Tobangaki lokito ya masasi yango tokendaki kobatama na zamba. Kasi bamonaki esika tobatamaki mpe bakangaki biso. Bakangaki biso basingama bende na maboko mpe babemaki biso na mboka mosusu. On a eu peur de coups de balle, alors on s'est caché dans la forêt. Mais ils ont découvert où on était cachés. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont fermé les mains avec du fil de fer et ils nous ont emmenés dans un autre village. Tosalaki mikolo mibale na mboka wana. Mpe basoda bayebisaki biso bokomi basoda bakadogo oyo akomeka kokima tokoboma ye. On a fait 2 jours dans ce village. Les militaires nous ont dit, vous êtes devenus des soldats, des Kadogo. Et celui qui va essayer de fuir, on va le tuer. Mpe mokonzi na bango alobaki bopesa ngai mwana oyo ye nde akobanda kobatela ngai. Mwana yo kozala soda ya mpiko mpe okozala mokonzi monene, kasi ekosenga na yo oboma bato. Po soda ya mpiko ayokaka mawa te, esengaka aboma akanisa te, asamba pe te. Eza bitumba mpe bitumba elakisi koboma. Bosana libota na yo na mapinga libota na yo ezali basoda. Eza tata na yo te, mama na yo te, bandeko na yo te, banoko na yo te nde bakozala na yo na bitumba. Pe amemaki ngai na mboka mosusu. Le chef dit, donnez-moi cet enfant, c'est lui qui sera mon garde du corps. Petit, toi tu seras un vrai soldat et un vrai chef. Toi, il te faudra tuer les gens. Parce qu'un vrai soldat n'a pas de pitié. Il doit tuer sans réfléchir et sans discuter. C'est la guerre. Et la guerre, c'est tuer. Oublie ta famille. Dans l'armée, la famille, c'est les militaires. Ni ta maman, ni ton père, ni tes frères, ni tes oncles ne seront à la guerre avec toi. Et ils m'ont emmené avec lui dans un autre village. Mokolo moko noko na ngai ayaki na mboka wana. Mpe ntango amonaki ngai bandaki kolela makasi mpe azoloba. Tolukaki yo bisika nyonso. Tokanisaki kutu okufi. Nzoka nde ozali na bomoi.
Un jour, mon oncle est arrivé au village. Et quand il m'a vu, il a commencé à pleurer en disant: on t'a cherché partout. On croyait que tu étais mort, mais tu es en vie. Kasi basoda bakangaki noko na ngai pe batiaki na boloko. Na ntongo ntango tosanganaka babimisaki noko na ngai wana pe batiaki liboso ya basoda nyonso pe balobaki omoni moto oyo ayaki mpo alongola mwana na ye na kisoda. Mais les militaires ont arrêté mon oncle. On l'a mis au cachot. Le matin, on a fait une parade. On a fait sortir mon oncle à la parade. On l'a placé devant tous les militaires et ils ont dit: vous voyez cet homme, il est venu pour enlever son enfant de l'armée. Kasi basoda balongwaka mampinga boye te. Sikoyo bozali basoda pe moto moko te akoki kolongola bino. Bomoni moto oyo tozali koboma ye pe ezali mwana na ye moko nde akoboma ye mpo alakisa ete akomi soda ya mpiko mpo awa toyekolisi bino koboma koyoka mawa te. Mais les militaires ne quittent pas l'armée comme ça. Maintenant, vous êtes des soldats et personne ne peut vous faire quitter. Et cet homme-là, on va le tuer. Et c'est son enfant qui va le tuer pour nous montrer qu'il est déjà devenu un vrai soldat. Parce que ici, on vous a appris à tuer sans pitié. Nasima, tango babengaki ngai nalekaki liboso pe bango nyonso bazalaki koganga boma noko na yo, boma noko na yo. Nayebisaki bango nakoki kosala yango te. Après, quand ils m'ont appelé, je suis sortie devant. Tous criaient: tue ton oncle, tue ton oncle. Et moi je dis: je ne peux pas faire ça. Nasima nango bayebisaki ngai soki yo koboma ye te ezali bandeko na yo bakadogo nde bakoboma ye mpe bakoboma yo. Ekosenga na yo oboma ye mpo oyokaka lisusu mawa te mpe obangaka te koboma bato misusu. Zwa mondoki na yo mpe yaka koboma noko na yo. Bapesaki ngai mondoki ezalaki na masasi 30 na kati. Après, ils m'ont dit: si toi tu ne le tues pas, ce sont tes frères Kadogo qui vont le tuer et te tuer. Il te faut le tuer pour ne plus avoir peur et ne plus avoir pitié de tuer d'autres gens. Prends ton arme, viens tuer ton oncle. Ils m'ont donné l'arme avec 30 balles dedans. Nakangaki miso. Natombolaki mondoki. Nakangaki lisusu miso. Pe nabetaki masasi nyonso 30 na nzoto ya noko na ngai. Pe apanzanaki ndambo. J'ai fermé les yeux. J'ai remonté l'arme. J'ai fermé les yeux et j'ai tiré les 30 balles sur mon oncle. Il s'est éparpillé en morceaux.
Attendez. Le dossier n'est pas fini. Dans la situation humanitaire, il faut parler maintenant des violences sexuelles. Au cours des 10 dernières années, plus de 500 000 femmes ont été violées, systématiquement violées. Le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille. Le viol est utilisé comme stratégie de guerre. Le viol est une arme très efficace. Si l'on viole les femmes d'un village entier devant les maris, devant les enfants, devant les voisins, cette communauté est complètement brisée. Il est clair que ces viols ne sont pas commis pour satisfaire une quelconque pulsion sexuelle, mais pour détruire les âmes. La famille et la communauté entière sont détruites. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, à ma mère. Et chaque enfant violé, à mes enfants. Les violeurs, on les trouve dans tous les camps. Les rebelles Hutus, les combattants Maïmaï, les soldats rwandais, mais aussi les forces gouvernementales, les infiltrés des pays voisins et tous les groupes armés. Tous s'y sont mis dans une orgie de terreur destinée à faire fuir les populations. Pour pouvoir exploiter les minéraux, ils terrorisent les populations locales. Ils les obligent soit à quitter leurs terres, soit à rester et travailler pour eux. Mais ces gens sont à la merci de leurs bourreaux qui prélèvent en taxes ce qui leur donne au salaire. C'est une forme moderne d'esclavage basée sur la terreur. Ces minéraux qui se retrouvent dans nos portables et dans nos ordinateurs permettent aux exploitants de gagner beaucoup d'argent et d'acheter des armes pour équiper les combattants. Détruire les femmes, violer les enfants en présence de leurs parents est une très bonne manière de terroriser la population. Quand on vous donne l'autorisation de tuer, qu'est-ce qu'un viol peut bien faire? Je viens du village de Ninja. Ces dernières années, la région n'était pas sûre. Nous passions de nombreuses nuits à nous cacher dans la brousse. Les soldats nous ont trouvés. Ils ont tué notre chef de village et ses enfants. J'étais avec mes 3 enfants et mon frère aîné. Il lui a ordonné d'avoir des relations avec moi. Il a refusé, alors ils l'ont tué en les décapitant. Un des soldats m'a forcé à boire mon urine et à manger mes excréments. Les soldats ont ensuite massacré mes enfants. Mes 2 garçons de 4 ans et 2 ans et ma fille d'1 an. Ils ont jeté le corps de mon bébé sur le sol comme un vulgaire détritus. L'un après l'autre, ils m'ont violé. Mon vagin et mon anus ont été déchirés. Un des soldats a ouvert une femme enceinte. C'était un bébé à terme. Ils l'ont tué. Ils l'ont fait cuire et nous ont forcés à le manger. Je traversais la forêt lorsque je rencontrai un soldat isolé. Il m'a suivi et m'a forcé à m'allonger. Il m'a dit qu'il me tuerait. Je me suis débattue de toutes mes forces pendant un long moment. Alors il a pris son fusil, l'a pressé contre mon vagin. Il a tiré tout son chargeur à l'intérieur. J'ai juste entendu les bruits de balles. J'ai perdu connaissance. Cette arme de guerre pour s'aimer la désolation dans les familles et les villages a aussi été utilisée contre nous les hommes. Très peu en ont parlé ouvertement. La plupart n'arrivent pas à mettre les mots sur ce qui leur est arrivé, à dénoncer ces crimes, car ils éprouvent une grande honte et humiliation. Moi qui vous parle en ces moments, j'ai été utilisé comme esclave sexuel par plusieurs hommes en maintes reprises durant 21 jours. Ils m'ont déshabillé, pris de force, sodomisé. Ce qui est vrai, c'est qu'il est plus difficile pour un homme de dénoncer les viols dont il a été victime. Enfin, je crois. Mais si j'ai eu le courage de dénoncer cet acte inhumain dont j'ai été victime, c'est parce que je sais que des dizaines d'autres hommes ont été comme moi violés,
au cours de ces dernières années à l'est du Congo. Il ne faut pas garder le silence. Se taire est encore pire. Pour nous les femmes aussi. C'est difficile d'en parler publiquement. Il y a la honte et l'exclusion. C'est dur. Les gens de votre communauté ne savent peut-être pas que vous avez été violés. L'impunité est très répandue en RDC. Nous avons déposé de nombreuses plaintes. Nous avons même identifié les auteurs de ces crimes. Nous allons nous plaindre à la police et quelques jours plus tard, vous les voyez en liberté. Très peu de violeurs finissent par être condamnés. Et malheureusement, il n'y a pas que les militaires. Les civils, eux aussi, frappent, battent, violent les femmes. Il y a une culture de violence faite aux femmes dans mon pays. Regardez notre vedette nationale, le chanteur Koffi Olomide, mis en examen en France pour séquestration et viol sur mineurs, et qui s'est permis de battre l'une de ses danseuses en public. J'ai honte pour les hommes. On ne doit plus accepter ces comportements. Il faut reconnaître que la lutte contre l'impunité s'est quand même renforcée depuis des ans. Et la récente condamnation de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale donne l'espoir. Lui, sénateur au moment de son arrestation, ancien vice-président, chef du principal parti d'opposition, cet homme a été condamné à 18 ans de prison, reconnu coupable de 2 crimes contre l'humanité et de 3 crimes de guerre, meurtre, viol, pillage. Plus de 5000 victimes ont obtenu d'être partie civile au procès. Et ces avocats ont fait appel du jugement. Et encore Germain Katanga, condamné à 12 ans d'emprisonnement pour meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage. Et Thomas Lubanga, condamné à 14 ans pour recrutement et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, et plus d'avoir fait participer activement aux hostilités. Et Bosco Taganda, dont le procès n'est pas terminé, accusé des 13 chefs de crimes de guerre, meurtre et tentative de meurtre, attaque contre les civils, viol et esclavage sexuel des civils, attaque contre des lieux protégés, destruction de biens de l'ennemi, enrôlement et conscription d'enfants de moins de 15 ans, persécution et transfert forcé des populations. Et Laurent Kunda, promu en son temps général de l'armée congolaise, actuellement en résidence surveillée au Rwanda sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viol à grande échelle, torture, exécution sommaire, pillage, massacre ethnique et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Oyambe langali kambo, boka eza kokufa tozotala kaka. Banyamo yo tozopoma, bebanzete kokata tokosuka wapi, oyamba likambo. Oyamba likambo. Bato yo tozoboma, basi tozoviole tokosuka wapi. Bato yo tozoboma, basi tozoviole tokosuka wapi, oyamba likambo. Oyamba likambo. Il n'y a pas que les hommes. La nature, elle aussi, a beaucoup souffert de la guerre. Par exemple, dans la réserve de faune à Okapi, site pourtant inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.
Sur les 6000 éléphants présents, plus de la moitié ont été tués pour l'ivoire et la viande. Oh, Sarah, tu exagères. Tu ne peux pas comparer le sort des êtres humains et celui des éléphants quand même. On s'en fout des éléphants. Qui s'occupe des éléphants dans notre pays? C'est bien là le problème, Marlène. Tout le monde s'en fout. On a des richesses naturelles extraordinaires et tout le monde s'en fout. Regarde, il y a 20 ans, des touristes venaient du monde entier pour voir les gorilles. Mais aujourd'hui, qui va venir au Congo? La plupart des gorilles de montagne ont été braconnés pour leur viande, leur crâne, leurs mains, qui sont censés porter chance et se vendre à prix d'or. Les spécialistes estiment qu'il reste moins de 700 gorilles de montagne dans le monde, dont environ 300 en RDC. Les grands singes auront disparu d'ici 10 à 15 ans si rien n'est fait pour enrayer la destruction de leur habitat et garantir leur survie. Nous sommes en train de faire disparaître certains de nos plus proches parents. Sarah a raison. Dans le parc de Virunga, lui aussi patrimoine mondial, il y avait 30 000 hippopotames en 1994 et aujourd'hui il n'en reste plus que 400. Quelle planète on va laisser à nos enfants? Même la forêt disparaît. Tout le Congo cuisine au charbon et au feu de bois. 80 millions de mètres cubes de bois partent chaque année en fumée. 1 mètre cube par habitant. Le Congo perd 1 million d'hectares de ses forêts chaque 2 ans, soit 10 000 km². Oh, Jean-Pi, c'est bon, Jean-Pi. Vous ne trouvez pas qu'on a assez parlé des choses tristes? On s'est croirait à des funérailles. Le Congo n'est pas mort quand même. Tu as raison, Maggie. Mais puisque tu as dit le mot, parlons justement des funérailles. Ça, c'est un sujet qui noie. Ok. Il y a un paradoxe. Plus la vie est dure, plus les funérailles sont fastueuses. Quand quelqu'un est malade, il n'y a pas d'argent pour les soigner. Mais quand il est mort, on dépense des fortunes pour l'enterrer. On vit dans la misère, on meurt dans le luxe. Location d'un espace VIP pour exposer les corps. Location des chaises d'une tente. Cercueil de luxe. Nourriture et boissons pour tout le monde. Musique ou fanfare. Et parfois même, tenue de deuil spécialement confectionnée pour l'occasion. Location d'un corbillard Mercedes pour se rendre au cimetière. Les coûts de funérailles sont très élevés. À Kinshasa, il est très mal vu de ne pas se rendre à un deuil organisé par un proche, qu'il soit un parent, un cousin, un voisin, un collègue de service ou même une simple connaissance. On peut ne pas aller à un mariage auquel on a pourtant été invité, mais l'absence aux funérailles n'est pas tolérable. Les funérailles sont l'occasion où la solidarité se manifeste le plus dans la ville. Chacun mène sa cotisation. À Kinshasa, le deuil s'appelle Matanga. On expose le corps dans un cercueil posé sur des tréteaux, le plus souvent dans la rue. La norme, c'est d'accueillir toute personne qui se présente, même si elle n'a pas été conviée, et même dans des quartiers chics, ce qui entraîne évidemment des abus. Et les intrus sont parfois nombreux. L'informel s'invite aussi au Matanga. Il y a des mamans qui viennent pleurer sur commande, et aussi ces jeunes gens qui viennent porter les cercueils. Ils inventent les chorégraphies et font danser les cadavres. Avant, les gens avaient le respect des morts. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller au lieu de deuil. Mais aujourd'hui, ils jouent jusque sous le cercueil. Moi, on ne m'a pas laissé voir mon propre père après sa mort. Est-ce que tu trouves ça bien? Pourquoi ne pas laisser les enfants aller voir le cadavre? Ce n'est pas manquer de respect au mort. Le mort est déjà parti et la vie continue. Pour moi, la coutume devient un frein quand elle empêche le développement de la liberté. Et venir maquiller comme pour un concours de beauté. Habillé super sexy, avec des décolletés plongeants, des fentes interminables. C'est pas manquer du respect. On te donne des flèches de mode de pas un deuil. Hein? Et vos danses obscènes, c'est pas manquer du respect. Vous, les jeunes, sous prétexte que la vie continue, vous avez transformé les deuils en un lieu de rendez-vous. Vous fumez du chanvre, vous vous saoulez gratuitement. C'est quand même révoltant, non? C'est révoltant, Bavon. Et vos pasteurs vous encouragent à la débauche. L'autre jour, un pasteur a ordonné à ses fidèles femmes de se rendre dans la maison de Dieu sans aucun sous-vêtement afin de laisser entrer l'Esprit Saint. Il a dit qu'il fallait être libre de corps et d'esprit pour recevoir le Christ. Mais pourquoi pas dire carrément que les voies du Seigneur sont pénétrables? Là, maman, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle des églises de réveil, non? Ça aussi, c'est un phénomène vraiment quinois. Tu as raison. À Kinshasa aujourd'hui, il y en a des milliers.
les religions informelles. Alléluia. Sur chaque avenue, il y a au moins une dizaine d'églises, et parfois même deux, dans une même parcelle. Il n'y a pas de business plus lucratif à Kinshasa que les églises de réveil. Ça rapporte plus qu'une boîte de nuit. Église, la grâce de Dieu, la louange, la Bible ouverte, la Bible fermée, la miséricorde, la vérité, la dîme. Et à la tête de chaque groupe, il y a un pasteur, un prophète, un bishop, un archibishop, un révérend. Chacun s'attribue un titre ecclésiastique à son gré. Hier pasteur, aujourd'hui évêque, demain prophète et le lendemain petit frère de Jésus ou apôtre. Beaucoup d'aventuriers quinois sont devenus, à l'heure qu'il est, des pasteurs respectés. Il suffit d'enfiler une Bible sous le bras, de plaquer un insigne en forme de croix sur la veste, ou de porter un col pastoral et de frimer à la pasteur. Alléluia. Les églises de réveil ne réveillent pas les gens. Au contraire, elles les endorment. La prière pour certains devient une drogue pour oublier la misère et d'autres tracasseries quotidiennes. Ils n'espèrent plus rien d'autre que le miracle. Et ça arrange les autorités car la population ne s'occupe pas de leurs affaires. Elle endure la souffrance, supporte tout en attendant le lendemain meilleur au ciel. Qui a dit que la religion est le plan du peuple? C'est Karl Marx. Certaines églises ont des spécialités. Par exemple, Dominique Ndombe Paul. Alléluia. Le prophète de la parole de Dieu. Amen. Lui, il ressuscite les morts. Amen. La première résurrection a été difficile, dit-il. Même maintenant, j'ai un sirop magique. Amen. Il me suffit de le passer sur les lèvres du cadavre. Dan, 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 dan. Dieu est grand, combat spirituel, l'armée de la victoire, la foi abondante, la puissance, le parlement céleste, bonne nouvelle, Zambé Malamu. Avec ces églises, les muets parlent, les sourds entendent, les aveugles retrouvent la vie. Toutes les maladies incurables peuvent être guéries, y compris le sida et les cancers. Certaines peuvent vous trouver un mari, d'autres vous faire tomber enceinte, vous trouver un emploi ou vous obtenir un visa pour l'Europe. Alléluia. Les gens peuvent faire leur shopping entre les différentes églises. Hey, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Mais comment pouvons-nous voir ces prédicateurs dont le métier consiste à manipuler les versets bibliques pour forcer leurs croyants à demeurer pauvres et à vendre tous leurs biens au profit de leurs églises, c'est-à-dire au profit de leurs poches? Et comme l'a dit Bavon, il existe aussi des églises qui sont des véritables lieux d'échange sexuel, où les prières finissent en ébat amoureux, avec la bénédiction et la participation active du pasteur. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez point car leurs mères suivront. Mont des oliviers, pierre vivante, la compassion de Dieu, la résurrection, la manne cachée, chapelle de la victoire. Bien sûr. Créer une église à Kinshasa est un business et qui rapporte gros. Alléluia. Quand un homme a faim, vaut mieux lui apprendre à Péché. vous ne savez pas? Non, pas pécher, mon frère. À prêcher que de lui donner du poisson. La vague capitaliste et religieuse américaine déferle désormais sur Kinshasa. Oui, miraculeuse. Bouteille de vin porte-bonheur. Bible bénie, stylo de réussite. Les prédicateurs promettent tout et n'importe quoi. Pourvu qu'ils trouvent leur compte, à savoir bijoux, liasses et billets. Pascal Mukula, très populaire en RDC, ne roule qu'en l'école Navigator, tantôt en version blanche, tantôt en version noire. Les prix d'un tel véhicule, pas moins de 80 000 $. Vraiment. Mais heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, verset 20. Et comme leur influence ne cesse de grandir, les politiques s'y sont mis. Il existe désormais des pasteurs proches du pouvoir et ceux de l'opposition. Ministère du combat spirituel, vision mondiale, action missionnaire d'évangélisation, Église Force internationale de réveil.
nos prétendus hommes de Dieu pourront nous gouverner sans faire campagne? Les voix de leurs fidèles leur suffiront. Notre pays sera alors baptisé la RCC, République chrétienne du Congo. Car les riches doivent gouverner et les pauvres obéir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ces églises ne payent pas d'impôts. Comme elles se font passer pour des associations sans but lucratif, elles sont exonérées. Pourtant, chacun peut voir que c'est un vrai commerce qui génère beaucoup de bénéfices. Tous les prédicateurs montrent des signes extérieurs évidents de richesse. Normalement, ils devraient être poursuivis pour abus de faiblesse, enrichissement illégaux, abus de biens sociaux et voire même mise en danger de la vie d'autrui, car c'est eux qui sont à la base du phénomène enfant de la rue. Ils inventent n'importe quel prétexte pour te persuader que ton enfant est sorcier. Il te dit, moi je suis pasteur. Je vois que ton enfant te freine. Tu ne gagnes pas d'argent à cause de cet enfant-là. Il t'a lié avec des cordes spirituelles. C'est un sorcier. Pour être libre, il faut te séparer de lui, le mettre à la rue et prier pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, le pasteur vient à la maison chaque jour. Et chaque jour, tu lui donnes à manger, à boire, tu lui payes son transport. Et chaque jour, $10 pour l'achat de la délivrance. Tu n'as pas de travail. Ton enfant est un sorcier. Tu as mauvaise mine. Ton enfant est un sorcier. Ton enfant mange beaucoup. C'est un sorcier. Il pisse au lit. C'est un sorcier. Il ronfle la nuit. C'est un sorcier. Il a la teigne. C'est un Il sorcier. est souvent malade. C'est un sorcier. Il est têtu. C'est un sorcier. Il est docile. Hey, il va te tuer. Mais tout le monde ne met pas son enfant dehors. Parfois, l'enfant est maltraité, battu. Et puis finalement, il n'en peut plus. Il va partir de lui-même vivre dans la rue. Où on frappe les enfants jusqu'à ce qu'ils avouent. Et quand ils ont avoué, on les met dehors. Frères et sœurs, alléluia! Amen. Alléluia! Alléluia! Ne vous laissez pas tromper par le mot enfant. Un démon est un démon et ne peut être délivré. Avec les enfants démons, ni les fouets, ni la correction ne changent rien. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, Dieu avait plutôt demandé de lapider de tels enfants. De lapider! Oh! Lisez Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. Dieu dit ceci. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et les mèneront vers les anciens de sa ville, et tous les hommes de sa ville le lapideront, les lapideront, et il mourra mon frère, il mourra ma soeur, il mourra peuple de Dieu. Tu ôteras ainsi le mal d'humilier de toi, afin que tout Israël entende et craigne Shindabara. Alléluia! Alléluia! Alléluia mes soeurs! Alléluia mes frères! Alléluia peuple de Dieu! Alléluia ma soeur! Alléluia ma soeur! Si tu ne réponds pas, tu n'iras pas au ciel. Je serai là, à la porte. Tu n'entreras pas. C'est comme ça qu'ils font nos pasteurs. Et qui laisse se développer ces églises? Le peuple est naïf, inculté, pauvre. Il tombe facilement dans les pièges. Et l'État se cache derrière la laïcité pour ne rien dire. En réalité, il préfère que les gens prient à la place de réfléchir. Mais nos intellectuels, nos brillants esprits, pourquoi ne dénoncent-ils pas ces escrocs? Nos intellectuels? De qui parles-tu? Est-ce qu'il y a encore des intellectuels dans notre pays? Tu sors diplômé d'université, c'est tout juste si tu sais lire et écrire. Oh, papa Bavon, comme toujours, tu exagères. Ah bon? Tu trouves que j'exagère? Oui. Marlène, Oui. dis-lui un peu ce qu'a été l'école à notre époque. Dis-lui. Pour commencer, l'école était gratuite et obligatoire. Gratuite et obligatoire? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de dire gratuite et obligatoire. Donc tout le monde allait à l'école. Les agents de l'État faisaient des tours des maisons pour le recrutement des enfants. Et si tes parents refusaient de te laisser partir, ils risquaient une amende ou même la prison. Il n'y avait pas plus de 20 élèves par classe. 20, c'était vraiment le maximum. Nous allions à l'école le matin et l'après-midi. Nous mangions à l'école. Il y avait une cantine où les enfants mangeaient à midi. On nous enseignait en français dans notre langue.
Moi, j'étais dans une région où on parle le Kikongo. On nous enseignait en Kikongo et en français. Il fallait que les enfants maîtrisent de la langue Kikongo. La grammaire au Kikongo et même les mathématiques aussi étaient enseignées en Kikongo. Donc tous, latinés sum. Pendant les humanités, moi j'ai appris les latins. Même à l'université, on ne payait pas. On était boursiers. Jusqu'en 83, on ne payait pas. Et pour manger, on nous donnait chaque matin une boîte de sardines, 3 pains, et on recevait une boîte de lait pour 3 jours. Et à cette période, l'État consacrait 30% de son budget à l'éducation. Regardez ce que je découvre dans le dossier éducation. Un témoignage de votre époque. Je vais le lire. Je m'appelle Ouyanana Batuzolako, ce qui veut dire l'enfant qu'on a tant attendu n'est pas aimé au village. Je suis né 7 ans après mon frère et tout le village s'est moqué de mes parents, incapables d'avoir des enfants. Un fils unique, ce n'est pas normal. Sans ma naissance, mes parents auraient même pu être bannis du village et envoyés dans celui des inutiles, des stériles. Donc, quand je suis né, toutes les bouches se sont tues. Les moqueries se sont arrêtées. Mes parents étaient tellement fiers de moi. Pour eux, j'étais un vrai prince. Mon enfance a été merveilleuse. J'étais libre, indépendant. À peine réveillé, je fonçais dans la forêt visiter les pièges tendus la veille ou tirer le vin de palme avec mon père. Mon père ne parlait pas beaucoup, mais il enseignait. C'est lui qui m'a appris à tendre les pièges aux antilopes, qui m'a appris comment attraper les gros oiseaux, comment récolter le jus du palmier raffia. Ma mère cuisinait avec amour ce que nous ramenions de la forêt. Des plats délicieux. Elle riait en cuisinant. On l'entendait de loin. Ah, quel amour elle mettait dans ses rires. Le soir, les aînés racontaient des contes, des devinettes, on battait le tam-tam, on chantait et on dansait. J'avais tout. La liberté, le plaisir de vivre, l'éducation par les chants et les contes, les légendes et les devinettes. J'apprenais la justice avec les sages lors des palabres, l'histoire lors des veillées funéraires. Je ne pensais jamais à une autre forme d'éducation. À quoi servirait-elle? Comment imaginer un monde meilleur que le mien? La forêt offrait un cadre vital merveilleux. Elle offrait tout. Les rats multicolores, les agoutis, les chenilles au goût piquant, les oiseaux savoureux, les fruits juteux, les légumes frais. On vivait de la forêt. Tout était parfait. Nabotama nakola namboka La vila ngai na zamba Zamba etonda banyama na bandeke Mbumebele Nabotama nakola namboka La vila ngai na zamba Zamba etonda banyama na bandeke Mbumebele Ya 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 Zambe kikela soyo ya ya Zambe zali na nyoso ya 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 Zambe kikela soyo ya ya Zambe zali na nyoso ya ya. Et ce monde merveilleux s'est écroulé d'un coup le 15 septembre 1962. Ce jour-là, mes parents m'ont amené à la maudite école des Blancs. Eh bien, en voilà un qui ne partage pas votre enthousiasme pour l'école moderne. Ben, peut-être qu'il a souffert au début. Peut-être qu'on l'a chicoté. Mais grâce à l'école, qui sait ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est peut-être député de sa province à l'Assemblée nationale. On l'appelle peut-être honorable. En tout cas, notre époque, à Yves et à moi, je peux la qualifier d'époque des sacrifiés. Pourquoi sacrifier? En écoutant le vieux tout à l'heure, je me rends compte qu'à notre époque, nous n'avions plus ni bourse, ni nourriture, ni cantine. Et en plus, l'école était devenue payante.
Donc si tu n'as pas de moyens, tu n'envoies pas des enfants à l'école. Et sans parler des années blanches à répétition qui nous ont beaucoup retardés et ont cassé le système éducatif. À notre époque, le budget de l'éducation a été carrément supprimé. Ça vous paraît incroyable, non? 0 franc pour l'éducation nationale. Quelle inconscience politique. L'éducation est pourtant le socle du développement. C'est les parents qui devaient payer les enseignants en plus des frais scolaires. Mais il faut quand même dire qu'à notre époque, nous avions gardé une certaine qualité d'enseignement qui a malheureusement totalement disparu aujourd'hui. Mamagui, si vous vous êtes des sacrifiés, alors nous on est des condamnés. Ah, c'est toi qui le dis, hein? La République démocratique du Congo est, après le Nigeria, le 2e pays au monde où le nombre d'enfants non scolarisés est le plus élevé. 50% des enfants ne vont pas à l'école dans notre pays. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'école gratuite. Elle est devenue payante, comme l'a dit Magui. Et les parents sont incapables de payer. Cette année, l'éducation ne représente qu'1% du budget national. Je prends l'exemple d'Amédée, notre régisseur. Il a 3 enfants à charge. Et pour les envoyer à l'école, il paye 720 $ par année. 60 $ par mois. Il se sacrifie. Imaginez maintenant si l'un des enfants ne réussit pas. C'est une catastrophe. Donc, il va aller corrompre le professeur. Il lui donne de l'argent pour que l'enfant passe sa classe. Champi, je proteste. Je n'ai jamais fait ça. Tu es une exception. Tu es de la vieille classe, mon frère. Je suis fier de toi. Et c'est devenu ça le système éducatif. Plus besoin d'apprendre, il suffit juste de payer. Si tu achètes les syllabus de ton professeur, tu as déjà la moitié des points. Les points sont proportionnels à l'argent. Mais il y a aussi notre façon de passer sa classe. C'est avec le point sexuellement transmissible. Même si tu révises à fond, même si tu maîtrises la discipline, si tu plais à ton professeur et que ton professeur te veut, il dira que tu as échoué. Et que si tu veux réussir, tu dois coucher avec lui. Et moi, que dois-je faire? Si tu es fille, pour étudier, mieux vaut être moche. Champi. Sarah n'ose pas le dire. Mais les points diffèrent si c'est avec ou sans préservatif. Avec, tu as 5 sur 10. Sans, tu as 8 sur 10. Il faut qu'on parle aussi de ces étudiantes qui sont obligées, parce que leurs parents n'ont pas l'argent, de se faire payer les études par un vieux papa en échange des faveurs sexuelles. C'est devenu presque une obligation du parcours universitaire. Et celles qui appliquent chic, choc, chèque. Pour ces jeunes femmes, il leur faut 3 hommes. Un ami de cœur, peut-être le futur mari. Chic, Un sérieux gabarit pour le lit. choc, Et un vieux pour l'argent. chèque. On critique toujours les professeurs. Mais il y a aussi les étudiantes qui provoquent. Quand elles n'ont pas étudié, pas reçu la matière, elles font des avances aux professeurs. C'est bien de condamner les profs, Sarah. Mais avec cette attitude, vous ne vous rendez pas service. Hein? Comment est-ce que vous allez acquérir la connaissance? Avec ce système, les niveaux de l'éducation sont par terre. Tu rigoles, Ah oui, il hein? n'est pas par terre. Oui. Il faut même creuser pour le trouver. Marlène, il ne faut pas condamner la jeunesse. Actuellement, qui sont nos professeurs? C'est bien vous. Et alors? Vous êtes incapable de transmettre ce que vous avez eu et vous nous condamnez. Hé Sarah, je t'arrête, hein. Je t'arrête. On vous transmet la connaissance. Et c'est vous qui la refusez, hein? Vous passez tout votre temps devant l'internet, au WhatsApp, au Facebook, au lieu d'étudier. Maman m'a dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a aussi la connaissance sur Internet. Mais vous ne vous intéressez pas aux connaissances, seulement aux futilités. Sarah, vous défendez l'indéfendable. Vous défendez votre ignorance. Franchement, moi j'en ai marre de ces pays. Il n'y a rien qui marche. Moi en tout cas, je ne vais plus continuer mes études au Congo. J'ai qu'une envie, c'est de rester en Europe. D'ailleurs, pendant la création du spectacle, mon corps était au Congo, mais mon esprit était déjà ici. Kéba, moi, Kéba. Hey, est-ce que tu sais que tes diplômes ne valent rien en Europe? Hein? Dès qu'on voit l'université du Congo, on te fait reprendre tout à zéro. Et puis de toute façon, avec la médiocrité de l'enseignement du Congo, tu ne réussiras pas ici, ça c'est sûr. Mais vous, qu'est-ce qui vous pousse à rester vivre à Kinshasa? Sarah, nous n'avons pas le choix. Regarde les 1000 difficultés qu'on a eues pour obtenir les visas pour venir ici en Suisse. On ne peut même pas voyager librement. Écoute Sarah, nous résistons parce que nous avons l'espoir qu'un jour, tout changera. Et puis tout le monde ne peut pas partir. Et puis, il y a aussi l'esprit quinois. C'est une forme de liberté. Chez nous, on fait ce qu'on veut. Quand j'ai construit ma petite bicoque, qui est-ce qui viendra me demander si j'ai eu l'autorisation de construire? Qui? Donc c'est ça. Vous aimez vivre dans l'informel. Sarah, moi. C'est pas qu'on aime ça. C'est pas qu'on aime ça, Sarah. Mais le formel n'existe pas. Comment faire autrement? Quand j'ai acheté ma petite voiture,
Ma femme a dit, mais non, mais ça va nous coûter cher, les assurances, la vignette et tout ça. Je lui ai dit, calme-toi ma poule. Personne ne va nous demander ça. Et pour être en ordre, nous avons juste acheté un permis de conduire pour notre chauffeur. Mais pour le reste, si vous êtes sur la route et qu'un policier vient vous contrôler, vous mettez la main en poche, 10 centimes et tout est fini. Hey, Yamako, moi qui suis là, je dois vous avouer quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de l'eau, de l'électricité et de tout ça. Mais moi, je vous dis, je ne paye rien. Mais pourquoi je devrais payer? Pourquoi? On se connaît. L'État n'a pas payé pour moi. Ce n'est pas du vol. Je ne fais que récupérer ce que l'État me doit. Ah oui. Et s'ils viennent pour couper l'eau, je lâche mes chiens. Tu vois, maman Maggie, toi-même tu fais ce que tu reproches aux autres. On ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est un cercle vicieux. Ce que vous aimez, c'est ce qui vous tue. Ça. Boni. Et la solidarité, ça nous tue aussi. Moi, si je n'ai pas fait la cuisine, pas de souci. Je sais que ma voisine a préparé quelque chose. Voisine, qu'est-ce que tu as préparé? J'amène mon assiette. Pardon, maman, donne-moi un peu. Et puis je mange. Alors, Sarah, dis-moi, ici en Europe, où est-ce que tu vas les frapper? Oh, Marlène. Oui. Donner à manger à quelqu'un, ça c'est rien. Moi, je paie les frais scolaires de manière depuis 14 ans. Et je le fais volontiers. Ça c'est vrai. Il faut reconnaître que chez nous, l'entraide et la solidarité, ça existe vraiment. Et moi, vous savez ce qui me retient encore à Kinshasa? Quoi? La nourriture. C'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver là-bas. Ici, ça n'existe pas. Tels que les bikobi, les mbinjo, les mayebo, Les gaïgaï, les fumbois, Koba, Boayo, Matembele, Kikalakasa, Pondu, Les misili, les ndindi, les mkoimutengela. Makabo Mosaka. Et moi, je change tout ça contre un seul cheeseburger. Mayonnaise. Et moi, si j'ai soif et que j'ai pas d'argent, c'est pas grave. Je prends mon téléphone. Allô vieille, Allô petit champi. tu es où? Nakimbuta petit. À Kimuta? Ouais. Attends-moi, j'arrive. Allez, viens, on va boire mon petit. En Europe, si tu déprimes et que tu tombes dans la folie, tu prends ton fusil, tu sors dans la rue et tu tires sur tout le monde. 25 morts. Mais à Kinshasa, c'est au commun du Boma. C'est-à-dire tu deviens fou. Tu sors calmement dans la rue, tu chantes, tu danses et tout le monde rigole. En Europe, si tu as le malheur de jeter ton papier mouchoir par terre, on t'interpelle. Hé, ça va pas la tête. Hey. Vous parlez d'Europe. Mais ici en Suisse, les policiers, vous ne les verrez jamais. Tout le monde est policier ici. Hey, si tu fais une bêtise, celui qui te dénonce, c'est ton propre voisin. Il y a une blague en Suisse. On dit, en chaque Suisse, il y a un policier qui sommeille. Né à Lausanne, Maman Nangaye, il est réveillé. À Kinshasa, tout le monde se salue. Bonjour papa, bonjour maman. Mais en Europe, tu croises un blanc. Tu lui dis bonjour monsieur, il te regarde. On se connaît. Hey Sarah, regarde les métiers que nous faisons. C'est pas un miracle que d'être comédien à Kinshasa. C'est un miracle. Comédien, c'est le plus beau métier du monde. Je peux tout jouer. Je peux être président, je peux être clochard, je peux changer de sexe, me transformer en femme. Et dès que je descends de la scène, je redeviens Jean-Pi. Oui, jouer. On joue comme des enfants. Vous ne trouvez pas que c'est le même mot pour les enfants et pour les comédiens? Jouer. C'est pour ça qu'on ne vieillit jamais, nous les comédiens. On reste toujours des enfants. Je suis artiste, oui. En tant qu'artiste, j'ai une totale liberté d'expression. Je peux laisser parler mon cœur et mon esprit. Et ça n'a pas de prix. Et on vit en troupe. On partage tout avec ses camarades. Chez nous, il n'y a pas de tabou. On est solidaire et jamais solitaire. Si j'ai un petit rien, c'est le partage. Le théâtre, c'est une deuxième famille. Regardez par exemple moi. Je sais toujours combien je dépense.
Mais je ne sais jamais combien je gagne. Pourtant, j'arrive toujours à joindre les deux bouts. Il paraît que pour être en bonne santé, un homme doit rire au moins 16 minutes par jour. Mais nous, on rit à chaque instant. On peut même rire 2 heures par jour. C'est ça qui nous sauve. C'est vrai, le théâtre c'est une passion, ça passe avant tout. J'avais un copain qui m'a dit comédienne, c'est pas un métier, c'est pour les ndumba, les putes. Tu dois choisir entre ton théâtre et moi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas hésité une seconde. Tu as dit quoi? Mais je lui ai dit que je choisis le théâtre. Mais on fait aussi le théâtre en Europe. Et moi, le théâtre, j'en ferai ici. Non. Malgré tous nos problèmes, malgré la misère, à Kinshasa, on surmonte toutes nos difficultés. On croit à la vie et on arrive toujours à trouver la joie de vivre. Là-bas, on chante, hein? On danse. On danse, hein? On chante. Non,